Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour parler du début de la trêve hivernale, de la crise du logement. Mais avant cela, on voulait avoir aussi votre regard sur ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Évidemment, les événements politiques autour du vote du budget. Vous qui êtes au contact de ceux qui peuvent le plus souffrir de ces économies. Je vous propose d'abord d'écouter Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui a réagi hier soir à cette avancée de Sébastien Lecornu, qui se dit prêt aujourd'hui au dégel des pensions de retraite et des minima sociaux. Réaction d'Olivier Faure. Venons de récupérer en quelques minutes de l'ordre de 5 milliards, puisqu'il y a à la fois 3,6 milliards qui correspondaient au gel des pensions et des prestations sociales, et 1 milliard de plus qui devrait arriver sur l'hôpital. Donc je considère qu'il y a là 4,5 milliards que nous venons de récupérer. Vous voyez que nous n'avons pas rien obtenu dans la journée. Donc dans le projet de loi du gouvernement, il y a le gel pour l'année prochaine des minima sociaux. Ça peut être les APL, les allocations familiales, les pensions de retraite aussi. Mais donc le Premier ministre est favorable à un dégel. Pour vous qui vous occupez des plus précaires, Christophe Robert, ça veut dire quoi? C'est un grand ouf? Oui, mais quel gâchis pour en arriver là. Évidemment, geler... Prenons la prestation, le RSA, qui est vraiment le dernier filet de sécurité. 650 € pour une personne seule. Quand on a entendu le gel, on avait rencontré, c'était déjà dans le projet de M. Bayrou, on avait rencontré M. Bayrou, on a dit, mais attendez, vous dites que tout le monde doit participer à la même hauteur, tout le monde doit faire des efforts. Alors, tout le monde doit faire des efforts dans la vie en général, mais demander à des personnes qui n'ont rien, qui vivent, qui survivent avec 650 € par mois, de perdre encore 100 € par an. Alors pour certains, on voit un petit peu le décrochage qui est entre la réalité de ce que vivent les plus fragiles et puis les décisions politiques. Oui, mais tout le monde doit faire des efforts. Non, 100 €, c'est pas rien. C'est pas rien quand on n'arrive pas à finir les mois, quand on doit arbitrer entre s'alimenter convenablement, se soigner, se loger. Donc oui, j'ai entendu le Premier ministre hier dire finalement qu'il renonçait à ce gel. C'est une bonne nouvelle. Mais si vous voulez, vous vous rendez compte qu'on est en train de dire on va pas couper davantage pour ceux qui sont en difficulté. Oui. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Heureusement qu'on a retrouvé la raison. Alors il y renonce lui, mais il faudra que ce soit évidemment adopté par les députés, que le budget soit voté aussi. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes à passer. Comment vous avez perçu la journée d'hier avec ces débats sur la taxation des plus riches, finalement la taxe Zuckman qui n'a pas été adoptée? Comment vous avez perçu ces débats? De deux façons. D'abord, je trouve qu'enfin, nous avons un débat sur le juste effort de qui? Des entreprises, de ceux qui ont plus de ressources. On sait aujourd'hui que pour financer notre modèle de protection sociale, nos routes, la sécurité, l'éducation, le logement, bref, que nous avons besoin de ressources importantes. On sait aussi que les enjeux écologiques qui sont devant nous vont coûter, c'est-à-dire qu'il nous faut intervenir dans le domaine du logement, dans le domaine des mobilités. Donc, on doit avoir un débat sur la capacité du pays à maintenir un haut niveau de protection sociale et répondre à ces défis écologiques. Donc que nous ayons ce débat, c'est une bonne chose. On ne voit pas où ça va aller. Vous regrettez que la taxe Zuckman et ses dérivés n'aient pas été adoptés hier? On va voir comment on en sort. Parce que il faut qu'il y ait plus de partage. Il faut qu'il y ait une réforme fiscale qui fasse que chacun contribuer à sa juste hauteur. Mais ça suffira pas. Même la taxe Zuckman, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la question des revenus, c'est la question effectivement du patrimoine, c'est la question aussi peut-être de dépenses qu'il faut conditionner socialement et écologiquement. Donc c'est un énorme chantier. Nous, à la Fondation pour le logement, mais aussi avec le pacte du pouvoir de vivre, on a fait beaucoup de propositions et on voit qu'on peut agir dans pas mal de domaines pour essayer d'avoir un budget qui soit en capacité de répondre aux défis d'aujourd'hui. Justement, pour le moment, dans l'hémicycle, on a assisté au débat sur les recettes. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de l'imposition, de la taxation, etc. Bientôt, c'est le volet dépenses qui va arriver dans l'hémicycle, puis le volet très technique mais très sensible de la sécurité sociale et son financement. Vous avez peur de quoi précisément? J'ai peur que nous allions vers des régressions. Mais c'est pas seulement cette année. Et concrètement, il y a des mesures qui vous inquiètent plus que d'autres? Ah bah oui, couper sur le chèque énergie, par exemple. Le chèque énergie, c'est pour aider les personnes qui ont peu de ressources à se chauffer, qui sont souvent dans des passoires thermiques. C'est 150 € par an. Et là, on nous dit qu'il va y avoir une coupe de 250 millions d'euros. Alors, le gel, c'était un sujet d'inquiétude majeure. On voit, par exemple, dans les sujets qui nous tiennent à cœur, la capacité à construire du logement social en France, qui a chaque année une coupe de 1,3 milliard d'euros sur les bailleurs sociaux, qui empêche de produire massivement du logement social et de rénover ce logement social. Valérie Létard, la précédente ministre du Logement, avait réussi à avoir une petite baisse. On était passé de 1,3 milliard à 1,1 milliard.
Il faut redonner de l'air, par exemple, aux bailleurs sociaux pour être en capacité de produire. Juste les coupes que nous avons eues depuis 2018 maintenant, c'est qu'on construisait 125 000 logements sociaux en 2018. Aujourd'hui, c'est 85 000. Donc, toutes ces décisions faites petit à petit produisent des effets et qui sont délétère sur le plan social. Et on prend du retard effectivement sur ce sujet des logements sociaux, on s'en rend compte chaque année. On a l'impression que le mal logement est aussi très absent de ce débat-là. De façon générale, est-ce que vous avez le sentiment que la pauvreté, la précarité ne sont pas des thèmes qui sont porteurs ? Oui, mais c'est une question de dignité, c'est une question de responsabilité politique. C'est pas parce que c'est pas porteur qu'il ne faut pas le traiter. Il faut qu'on pense, il faut qu'on écoute les souffrances, il faut voir ce que ça signifie aujourd'hui d'être expulsé quand on a plus de 60 ans, quand on est une femme seule avec ses enfants, quand on n'arrive pas à finir les fins de mois. Moi, j'en appelle nos responsables politiques à écouter, à aller au-devant de ces personnes. On est à un moment, on va dire, où on est au milieu du gué. Notre protection sociale, qui n'est pas mauvaise si on la compare au niveau international, a diminué sur un certain nombre de pans. Soit on choisit d'aller dans le sens de lui redonner sa force, pour protéger les plus fragiles, tendre la main à ceux qui sont en souffrance, écouter tous ces gens dans les quartiers populaires, en zone rurale, dans les métropoles, qui sont en souffrance, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ou faire comme si on ne les voyait pas. Je vais vous donner juste un exemple. On a atteint, l'année dernière, avec les chiffres de l'INSEE, un taux de pauvreté qu'on n'avait jamais connu depuis 30 ans. Il n'y a pas eu un commentaire politique. Vous trouvez ça normal ? De savoir qu'il y a 10 à 12 millions de pauvres, selon les indicateurs que l'on retient de l'INSEE, et qu'il n'y ait pas un Premier ministre, un président de la République, un ministre qui disent quelque chose. Vous avez le sentiment qu'ils sont sourds à cette question ? J'ai le sentiment qu'on cherche... Alors, est-ce qu'on cherche ? Qu'on invisibilise, si vous voulez. Moi, j'ai jamais connu ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis à la Fondation. On se bat tous pour limiter au maximum les expulsions locatives, année après année. On se bat tous pour lutter contre la pauvreté. Le président de la République lui-même, en 2018, a dit « Je vais éradiquer la grande pauvreté ». Et petit à petit, parce qu'il y a d'autres considérations qui dominent et qui sont importantes aussi dans le pays, eh bien, on finit par ne plus regarder toutes ces réalités sociales. Mais la colère, elle est là. C'est-à-dire que la souffrance, elle est là, et cette souffrance, elle donne lieu à de la colère, et on peut bien comprendre. Allons dans le détail. Dans le projet du gouvernement, il y a une mesure sur laquelle vous vous êtes mobilisé, contre laquelle vous vous êtes mobilisé, c'est la suppression des APL, les aides au logement pour les étudiants étrangers extra-européens. C'est l'article 67 du projet de loi de finances. Vous êtes parmi les initiateurs d'une pétition pour dire non, il ne faut pas supprimer ces APL pour les étudiants étrangers. C'est le début de la préférence nationale dans le logement, vous dites ? Ouais, en tout cas, c'est triste et ça nous met en colère. Les APL, c'est un des leviers avec le RSA pour faire sortir les personnes, les familles, les jeunes de la pauvreté dans notre pays. C'est vraiment un levier très important. Et là, j'en invite aussi les responsables politiques. Allez dans les files d'attente des distributions alimentaires. Voyez à quel point les étudiants sont en difficulté aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux, et voyez à quel point c'est vrai, notamment du côté des étudiants étrangers. Oui, c'est la porte ouverte vers une autre lecture qui consiste à finalement, arrêter la logique d'universalité des aides. On dit, bah alors parce que vous êtes étranger, mais vous pouvez avoir des difficultés sociales parce que vous êtes étranger. Vous avez l'impression que cette idée qui est très présente, ça fait depuis longtemps partie des revendications du Rassemblement national, par exemple, de préserver, de favoriser les logements, d'exclure les étrangers de ces demandes, par exemple, logements sociaux. Cette idée qui lirait dans la tête de l'opinion présence des étrangers et crise du logement, vous avez l'impression que ça progresse ? Oui, j'ai l'impression que plutôt que se coller au problème, on essaye de trouver des moyens de contourner le débat public. Le logement social n'est pas accessible aux personnes étrangères, si vous voulez. Donc c'est déjà le cas. En revanche, là, nous sommes en train de parler avec les APL, comme on parlerait du RSA, de permettre à des gens de vivre dignement. Qu'est-ce que ça veut dire que d'accueillir des étudiants qui n'ont pas de ressources et tout simplement leur dire, bah alors, à partir de maintenant, alors depuis des décennies c'est comme ça, toi, tu n'auras plus le droit aux APL. Bah, ça veut dire quoi ? Que tu vas vivre dans de mauvaises conditions, tu vas pas pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Et je crois que même la capacité du pays à accueillir des personnes du monde entier pour faire leurs études ici, c'est un rayonnement de notre pays. Donc c'est une lecture... Le logement social, il est accessible aussi aux étrangers, pardon, je vous corrige juste. Non, le logement social, c'est pas pour les étrangers. Il n'y a aucun étranger dans les logements sociaux en France ? Le logement social, il faut avoir un titre de séjour, il faut avoir une situation... régulière. Le mal logement, justement, on va continuer d'en parler avec vous, Christophe Robert, directeur général de la Fondation pour le logement des défavorisés, de la trêve hivernale qui commence également aujourd'hui. Ce sera après le fil info à 8h44 avec Manon Lombard-Brunel. Il n'y
n'y a pas de surprise hier à l'Assemblée nationale. En plein examen du projet de budget, les députés ont rejeté la mise en place de la taxe Zuckman sur le patrimoine des grandes fortunes. La mesure a été portée par la gauche, avec qui Sébastien Lecornu tente toujours de trouver des compromis. Le Premier ministre s'est dit prêt hier à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Quasiment 2 tonnes de résine de cannabis ont été saisies cette semaine en Essonne. Une dizaine de personnes ont été interpellées. C'est le résultat de plusieurs mois d'enquête. Elle a permis aux policiers de démanteler ce réseau de trafic de stupéfiants entre le Maroc, l'Espagne et la France. En Allemagne, le trafic aérien a été suspendu pendant 2 heures hier soir à l'aéroport de Berlin, comme à Munich il y a plusieurs semaines, et encore une fois à cause de ce survol de drones. Certains vols ont été détournés vers d'autres aéroports. Et puis en football, c'est sans leurs supporters que les Marseillais se déplacent aujourd'hui sur la pelouse d'Auxerre, interdit de déplacement par la préfecture de Lyon. 11e journée du championnat de Ligue 1, 3 matchs à suivre. Aujourd'hui, le PSG reçoit l'OGC Nice. Le Paris FC va de son côté à Monaco. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Camille Vigogne-Lecoat. Christophe Robert, vous êtes toujours sur France Info avec nous, directeur général de la Fondation pour le logement des défavorisés. On voulait vous parler aujourd'hui de la trêve hivernale qui commence aujourd'hui, samedi 1er novembre. Ce début de ces 5 mois de l'année les plus froids où on n'a pas le droit d'expulser les locataires. En 2024, 24 000 ménages ont été expulsés de leur logement, des chiffres qui ont plus que doublé en 10 ans. Ça raconte quoi ? Ça raconte 2 choses. D'une part, la fragilité de beaucoup de nos concitoyens à pouvoir payer leur loyer, payer leurs charges. Dans un moment, on a des ressources pour beaucoup qui sont en baisse ou qui ont stagné, mais surtout l'augmentation du coût du logement. Vous savez que le poste logement est devenu le premier poste de dépense des ménages. Autrefois, c'était l'alimentation et ça s'est inversé. Donc pour beaucoup, l'écart entre les coûts du logement d'un côté et les ressources dont ils disposent ne permettent pas toujours de pouvoir passer le cap d'un certain nombre de difficultés. Mais ça raconte aussi que nous sommes moins dans une logique de prévention des expulsions. C'est-à-dire que la main tendue pour essayer, par exemple, d'aider des personnes à ouvrir des droits. Il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils peuvent avoir des aides. Vous voyez Et donc, ils se retrouvent en impayés. Ils ne savent pas que le conseil départemental peut apporter des aides via le fonds de solidarité logement. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors d'abord, il s'est passé une augmentation des coûts du logement, il s'est passé la fragilisation de ressources, le phénomène des travailleurs pauvres, la précarisation dans l'emploi, donc ça c'est la première dimension. Sur la question de la prévention, il s'est passé, et notamment avec la loi qu'on appelle Kasbarian-Berger, une logique plus sécuritaire que préventive. C'est-à-dire que de tout temps, on s'est battu collectivement, le pays, pour pouvoir tendre la main à ceux qui sont en difficulté. Là, avec cette loi, on a passé un cap. On a commencé à dire, on va réduire les délais ou les procédure, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, on va limiter ce que le juge peut accorder comme échelonnement de paiement de la dette, par exemple, et du coup, de fait, ça a conduit à une accélération des expulsions locatives, y compris parfois pour quelques centaines d'euros, ce qui évidemment n'est pas acceptable. On met des personnes dans une situation incroyable. Encore hier, nous, la Fondation, il y avait des personnes qu'on accompagne qui ont été expulsées, des personnes de plus de 60 ans, des femmes seules avec enfants, qui se retrouvent sans rien, même mais pas un hébergement. Mais vous entendez aussi, j'imagine, les bailleurs, les propriétaires privés qui disent aujourd'hui, on a des charges qui sont importantes, on ne peut pas se permettre d'avoir des loyers qui ne rentrent plus, parce que nous aussi, ça nous met quelque part dans une situation de précarité à un moment donné. Mais bien sûr. Non, mais il ne s'agit pas de faire reposer sur les propriétaires cet effort-là. D'ailleurs, une de nos propositions, vous savez, il y a un fonds d'indemnisation des propriétaires. C'est-à-dire que quand le préfet décide de ne pas appliquer la décision de justice d'expulsion immédiatement, parce que les gamins sont à l'école, parce qu'il y a une situation, quelqu'un qui a un problème de santé majeur, on va dédommager le propriétaire. Ce fonds, il a diminué très fortement. Il avait un peu augmenté pendant le Covid parce qu'on disait il faut prévenir les expulsions locatives. Eh bien, ce fonds, il faut le réalimenter pour que le préfet ait la latitude d'accompagner, de demander à des associations, par exemple comme nous, d'accompagner la famille menacée d'expulsion, plutôt que de la mettre en bas de la cage d'escalier avec les meubles et les enfants et changer la serrure, de les accompagner vers une solution alternative. Et pendant ce temps, il faut dédommager le propriétaire. Mais Christophe Robert, le problème, c'est aussi qu'on manque cruellement de logements sociaux. Plus de 2,7 millions de ménages attendaient l'année dernière un logement social. On a l'impression que ça s'aggrave chaque année. C'est quoi les solutions ? Écoutez, on est à un niveau de demande de logement social qu'on n'avait jamais atteint dans l'histoire. Donc, ça veut dire que pour beaucoup, c'est la seule solution. Et pendant ce temps-là, on le disait tout à l'heure, la production de logements sociaux baisse. Donc, c'est quoi la solution ? C'est redonner de l'air aux bailleurs sociaux pour construire. On leur a ponctionné 1,3 milliard d'euros par an. Oui, mais on entend aussi qu'on n'a plus d'argent dans les caisses, qu'il faut économiser 30 milliards d'euros par an, rester sous 5% de déficit. Non, mais oui, mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que c'est là où il y a un débat, et c'est votre première question, sur la fiscalité dans ce pays. Nous donner la capacité
d'agir. Je reviens d'ailleurs sur le logement social. Les étrangers ont bien accès au logement social. Je croyais que vous me posiez la question des personnes, parce que avec l'extrême droite, il y a souvent un débat de dire il y a plein de locataires sans papier, sans titre de séjour qui sont dans le logement social, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, c'est une question de choix. Est-ce qu'on se dit alors on n'a plus d'argent, donc on finance plus l'école, on finance plus la santé, on finance plus le logement social, ou est-ce qu'on se dit ce pays est un grand pays qui a toujours bénéficié d'une protection sociale plutôt performante? Est-ce qu'on veut continuer comme ça, ou on veut voir, comme dans l'hôpital, de décision en décision, une régression comme on l'a tous vu en 2020, alors même qu'on est en capacité de pouvoir le financer à condition d'avoir une fiscalité juste et qui serve ce projet de société en France. Sur le logement social, justement, Christophe Robert, il y a un député qui a un modèle à proposer. Il était à votre place ici il y a une semaine. C'est le député LR Philippe Juvin. Voilà sa proposition. L'idée générale, c'est que je crois que la France doit devenir une France de propriétaires. Mais l'idée, c'est que tous les 5 ans, vous avez un abattement sur le prix, et au bout de 20 ans, cet abattement tombe, et vous devenez propriétaire du logement, mais pas du foncier. Alors vous approuvez, Christophe Robert, cette idée qu'on puisse devenir propriétaire au bout de 20 ans, quand on est locataire d'un logement social? Alors il y a deux choses. L'idée de dissocier le foncier du bâti, moi quand le président de la République m'avait demandé d'animer le Conseil national de la refondation pour le logement avec Véronique Bédag, la directrice générale de Nexity, c'était une de nos propositions. Pourquoi? Parce que du coup, quand vous achetez pas le foncier qui reste dans les mains de la collectivité, par exemple la ville, la métropole, eh bien ça permet à la fois de baisser le niveau de l'achat, donc ça redonne du pouvoir d'achat à ceux qui veulent devenir propriétaires, sans faire monter non plus les prix, parce que vous gardez la maîtrise du foncier. Donc c'est un très bon outil, il est utilisé dans les pays nordiques, en Europe, en Amérique du Nord. Donc ça s'appelle le BRS, il faut le développer. En revanche, sur la vente à chaîne. Alors, il y a toujours eu de la vente de logements sociaux à leurs locataires, autour de 6, 7, 8 000 par an. Là où ça, donc c'est pas un problème en soi, c'est pas une opposition de principe. Là où ça pourrait devenir un problème, c'est si on disait on va financer la construction de nouveaux logements sociaux par ce moyen-là, parce que du coup, on braderait ce patrimoine de la nation, parce que c'est un peu ça le logement social, c'est quelque chose dont tous les Européens nous envient en quelque sorte, et c'est vraiment un très bon modèle économique. Ce serait de forcer un petit peu la vente, accélérer. Ce qui pourrait occasionner les copropriétés dégradées de demain, il faut être vigilant, donc pas à n'importe quel prix et sans monter, sans multiplier par 2 ou par 3. Mais en soi, il n'y a pas de dogmatisme. Mais ça ne peut pas être comme ça qu'on va relancer le logement social. Ça, c'est sûr que non. Christophe Robert, on voulait aussi vous parler de la Fondation pour le logement des défavorisés que vous présidez. Elle est moins connue, son nom est moins connu que son ancien nom, celui de Fondation Abbé Pierre. Vous avez changé de nom, d'identité après les scandales d'abus sexuels de la part de votre fondateur. On a appris qu'il était visé par 12 nouvelles accusations de violences sexuelles, dont 7 concernant des mineurs, selon le rapport d'un cabinet spécialisé EGAE en juillet. Au total, 45 témoignages. Vous avez vécu comment ces derniers mois ? Alors, d'abord, ce cabinet, c'est nous qui l'avons missionné avec le mouvement Emmaüs, la Fondation. Après un premier témoignage, on a ouvert une cellule d'écoute. Donc, à chaque fois qu'on me parle de ça, ça me bouleverse. Donc, je pense aux victimes, je pense à celles qui, pendant des décennies, n'ont rien dit, parfois dans les années 40, 50, 60. Donc, c'est ça le sujet. Et c'est pour ça qu'il fallait impérativement changer de nom, par respect pour les victimes, et puis parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors maintenant, la Fondation, elle est au combat. Vous savez, la Fondation, elle agit que grâce aux dons. 97% de nos ressources, c'est du don. Vous disiez que vous avez perdu 30% de... Et ces dons se transforment en solutions pour les mal logés, en financement d'associations ou réponse directe de la Fondation. Et les besoins sont colossaux. Alors oui, suite à ce changement de nom, le fait qu'on ait rayé l'abbé Pierre de notre nom, de notre identité, il y a eu une baisse de dons, notamment de gens qui nous en veulent d'avoir rayé l'abbé Pierre. C'est toujours un tiers de baisse ? Alors, c'est un tiers sur les dons de particuliers, ça fait 15% de moins du budget de la Fondation. Ça veut dire 15% de moins d'aide qu'on peut apporter aux mal logés, aux associations qu'on soutient, parce qu'on finance 800 projets par an portés par 500 associations. Oui, le soutien à l'action, c'est votre priorité, c'est là que vous vous distinguez entre guillemets des autres. Ça veut dire concrètement quoi? Vous allez moins soutenir, fermer certains projets, arrêter d'aider certaines associations, licencier peut-être? Non, ou pas? On a déjà réduit la voilure sur une partie de nos aides. Ça nous ramène au budget de 2020, c'est pas une catastrophe, c'est 15% de budget en moins. C'est vraiment triste parce que le moment où nous nous parlons, les plus pauvres sont plus pauvres, les mal logés souffrent. Les associations sont en difficulté du fait des coupes budgétaires nationales et locales. Sur France Info. Ben oui, j'essaie. Et on voit bien que là, on peut moins aider. Et c'est ça qui me rend en colère. C'est-à-dire que cette histoire de l'abbé Pierre, il fallait qu'on agisse. Mais en même temps, voilà, ça produit une baisse. Mais on a besoin d'être soutenu. Vous avez besoin de dons, donc on l'a bien compris encore aujourd'hui. On rappelle votre nouveau nom, Fondation pour le logement des défavorisés. Merci beaucoup Christophe Robert d'avoir été avec nous. Merci Camille Vigogne-Lecoit. On vous lit bien évidemment dans les pages du Nouvel Obs. On se retrouve demain. L'info continue sur France Info.